Salut. Le vendredi, c'est n'importe qui. Et aujourd'hui, c'est moi, Pompoko. Mais vous pouvez m'appeler Ponchan. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi c'est un chat qui présente 101% cette semaine. Moi, j'ai envie de vous répondre, pourquoi pas. Et si je suis là, ce n'est pas par hasard. J'ai appris que Kyo no Wanko allait être diffusé sur No Life, alors j'ai pris mon téléphone, j'ai composé le numéro d'Alex avec mes petits coussinets, et je lui ai demandé si le vendredi était libre, et me voilà. Au sommaire aujourd'hui, les sorties animées manga avec notamment Le cadeau de l'ange de Hojo Tsukasa, un reportage tourné et réalisé au Japon par Anne sur l'anime Night of Sidonia, et on terminera avec les oubliés de la préhistoire sur le jeu Rendering Ranger R2. Mais tout de suite, les niaos. Après un premier DLC en novembre dernier au Japon pour Muramasa Rebirth, le second chapitre supplémentaire pour cette aventure sur PS Vita est disponible sur l'archipel depuis le 16 janvier. Vous y incarnerez cette fois 3 courageux paysans qui veulent sauver leur village et partent à la grande ville à la rencontre du seigneur local. Chacun possède son arme de prédilection et sa petite histoire, comme Gombe, armé d'une binette pour le moins rustique. Le fantôme de la défunte femme du paysan ne manquera pas de veiller sur son mari en cas de pépin. Faut-il préciser que le jeu est toujours aussi magnifique? Le premier DLC a été annoncé par Axis Games pour début 2014 et donc ne devrait plus trop tarder avec un peu de chance. Il faut espérer aussi que ce second DLC sera disponible peu de temps après. Pour accompagner la sortie sur grand écran en février prochain du très redouté remake de Robocop par José Padilla, Glue Games propose depuis quelques jours un free-to-play officiel disponible sur iOS et bientôt sur Android. Les créateurs de Deer Hunter proposent ici une version boostée de leur concept de jeu de tir, utilisant une vue à la 3e personne et un petit système de couverture. C'est un jeu free-to-play, il vous incitera donc à claquer de l'argent bien réel pour quelques améliorations. Il y a fort à parier que ce jeu soit comme le film bientôt en salle, assez dispensable, et sait-on jamais. Path of Shadows est un jeu d'infiltration développé en 10 mois par 5 étudiants barcelonais en lice pour l'IGF 2014. L'équipe s'est inspirée de Tenchu pour son gameplay. Vous y incarnez un ninja assassin pouvant contrôler les ombres. Pour la direction artistique, les références sont plutôt Journey ou encore Okami. Il y a pire. Et il ne manque pas d'ambition en prenant comme objectif à atteindre des titres comme Mark of a Ninja ou encore Dishonored. Chaque niveau pourra se terminer de différentes manières, infiltration stratégique ou version plus brutale en se la jouant ange de la mort destructeur. Évidemment, vu la thématique assassine du jeu, le tout sera réservé à un public averti. Le premier prototype est disponible gratuitement sur le site des développeurs. Désormais regroupés en tant que studio indé, les Espagnols vont bientôt lancer une campagne Kickstarter pour tenter de faire évoluer leur jeu en Full HD grâce au moteur Unity sur plateforme Windows, Mac et Linux. Je m'installe un peu. Vous le savez si vous avez vu le point sur No Life, Kyo no Wanko commence ce samedi à 19h. Bon, c'est une très bonne émission, y a pas de problème. Mais je vais vous apprendre un truc là. Ça parle de chiens, de toutou, et pas de chats. Alors, j'ai rien contre les chiens, D'ailleurs, j'ai même un ami chien qui est très très bien. Mais quand même, l'arrivée de cette émission me laisse songeur. Elle est où la parité? Elle est où l'égalité là-dedans? On regarde les sorties animées manga. Mais ça gratte ça, attendez. Eiji n'a pas un instant de répit dans Big Order. Alors qu'il a évité de peu l'anéantissement de la région de Yamaguchi dans le volume précédent, le voilà catapulté en pleine guerre de gang à Hiroshima. Il s'agit pourtant là du seul moyen qu'il a pour espérer guérir sa jeune sœur de sa grave maladie. Un rythme toujours aussi plaisant pour la nouvelle série de l'auteur de Mirai Nikki. Après avoir perdu leurs parents à la suite d'un tragique accident, Ryuichi et son frère Kotaro sont recueillis par l'académie Morinomiya. Cependant, en échange, Ryuichi devra intégrer le club des babysitters de la crèche de l'école, pour le meilleur et pour le pire. Ce shoujo manga souhaite clairement faire vibrer la fibre kawaii de ses lecteurs, et surtout lectrices, et il y parvient sans effort grâce à sa ribambelle de chérubins aux mimiques et au caractère trop mignon. Takamiya Honoka a tout du jeune homme lambda. Pourtant, le jour où sa vie est menacée, il est secouru par Kagari Ayaka, la fille la plus populaire du lycée. Il s'avère en fait que cette dernière est une sorcière et que sa mission est de protéger Takamiya. Notre héros semble en effet détenir un pouvoir convoité par tous les cercles de sorcières de la ville. Malgré un univers générique, l'intrigue de ce premier tome de Witchcraft Works est tout à fait sympathique. Dans les bas-fonds d'Ergastolum, ville corrompue jusqu'à l'os, Nicholas Brown et Warwick Arcangelo vivent de petits boulots pour toutes sortes de clients. Mais leur train-train sera bouleversé par l'arrivée d'Alex, une belle prostituée. Avec elle, le lecteur découvrira peu à peu les mystères entourant Nick et Warwick.
Avec Gangsta, les éditions Glénat publient l'un des titres les plus populaires du magazine seinen, Genkan Coming Bunch. Succès tout à fait mérité pour ce récit sombre aux personnages profonds. Série courte en 5 volumes, jeux d'enfants surfent sur la vague des thrillers comme King's Game qui tournent autour de meurtres surnaturels liés à un jeu. Ici, le premier jeu en question est celui d'1, 2, 3 soleil. Et oui, sauf que si vous bougez, votre tête vole en éclats. En couverture, ce Daruma censé réaliser des vœux est particulièrement intrigant. Graphiquement plutôt simple, ce manga gore est mené à un rythme soutenu. Sachez par ailleurs qu'une suite est déjà en préparation et que le réalisateur Miike Takashi, connu pour ses films ultra-violents, prépare actuellement l'adaptation live de ce manga. Dernier appel pour les trésors de Hojo Tsukasa. Après le temps des cerisiers et la mélodie de Jenny, Ki-hoon réédite le dernier recueil de nouvelles du créateur de City Hunter et de Cat Size. Cette fois-ci, le fil conducteur de ces histoires courtes tourne autour de la communication entre les hommes et les femmes. Surtout quand celle-ci est source de quiproquos, car c'est là que c'est le plus drôle. Ces 5 nouvelles sont accompagnées d'une page de commentaires de l'auteur, qui revient en quelques mots sur la genèse des différentes histoires. On y retrouve la toute première nouvelle créée par Hojo, Je suis un mec, un vrai. L'histoire est un peu gentillette, mais permet de lire les travaux de l'auteur dans sa prime jeunesse. Il explique d'ailleurs qu'avec le recul, il n'est pas très fier de son travail. Du coup, on se sent un peu voyeur et on aime ça. Sont aussi présentes les 2 nouvelles qui ont donné naissance à City Hunter et qui raviront les fans. La nouvelle, intitulée Le cadeau de l'ange, se rapproche plutôt de l'ambiance du temps des cerisiers ou de Sous un rayon de soleil, 2 titres dont nous avons parlé précédemment sur No Life. Un jeune homme et une jeune femme, lycéens et amis d'enfance, sont inséparables mais s'entendent comme chien et chat. Ils ont la surprise de voir débarquer dans leur vie une petite fille, qui pourrait bien être leur enfant arrivant directement du futur. Extrêmement attachants, ces personnages baignent dans une atmosphère à la fois drôle, romantique et empreinte de surnaturel. Rappelons que comme pour tous les autres tomes de ce cycle, ce volume bénéficie d'une nouvelle traduction. Si vous avez aimé les précédents recueils de nouvelles de Hojo Tsukasa, nul doute que celui-ci vous plaira aussi. Ce qui me rend triste, c'est que l'émission sur les chats, elle existe en fait. Même que ça s'appelle Do Yobi no Nyanko, ce qui veut dire le matou du samedi. C'est ça que je veux voir moi sur No Life. Bon, c'est l'heure du reportage. Il est confortable ce fond vert. Alors oui, je sais, les chats sont surreprésentés dans la rubrique à poil du 56 cast. Je le connais par cœur cet argument. Mais à mon avis, et ça n'engage que moi, ce n'est pas la même chose de filmer avec son smartphone un chaton contre son gré en train de picoler du champagne et produire une belle émission en HD. Vous savez, on voit beaucoup mieux les reflets brillants de la truffe et la brillance du sous-poil en HD. C'est l'heure des oubliés de la préhistoire. Mes chers enfants, ce soir nous allons parler d'un jeu au destin particulier, Rendering Ranger R2, sorti en 1995 sur la 16 bits de Nintendo. Oui, PS4. T'en as jamais entendu parler? Eh ben écoute, ça tombe bien, parce que c'est justement pour ça que je suis là, figure-toi. Alors mes enfants, aujourd'hui, attention, vous allez en prendre plein les mirettes. Rendering Ranger est peut-être ce qu'il se fait de mieux techniquement avec les Donkey Kong Country sur Super Famicom. Ces graphismes utilisent une technique de rendu d'éléments 3D inspirée des effets du grand singe de Nintendo. Vous allez le voir, les effets spéciaux sont innombrables. Les sprites sont bien souvent gigantesques et ça explose de partout sans jamais ralentir. À sa sortie, beaucoup de gens ont même cru qu'il s'agissait d'une production 32 bits. Et pourtant, non, c'est bel et bien un jeu sorti sur une 16 bits et qui n'a été développé que par une demi-douzaine de personnes. Un véritable exploit pour sûr. Alors je vous passe les détails sur le scénario qui n'a aucun intérêt puisqu'il faut sauver la Terre d'une invasion extraterrestre. Encore que le jour où ça nous arrivera vraiment, je changerai peut-être d'avis. Mais je vais plutôt vous parler d'autre chose. Ici vous aurez droit à 9 longs niveaux survitaminés mêlant plusieurs types de gameplay, le shoot 'em up et le run and gun. D'ailleurs, en regardant ce type au gros bras courir avec son gun comme ça dans des décors post-apocalyptiques, ça ne vous fait penser à rien? Allez, un grand hit du Commodore 64 et de l'Amiga. Ben quoi PS Vita? Pourquoi tu ricanes bêtement comme ça? Ah ouais, tu ricanes. J'avais pas fait gaffe, bien joué. Effectivement, les phases d'action de type run and gun font penser à l'un des grands classiques de la Playhistoire, Turrican, dont voici un extrait du 2e épisode sur Amiga. Et pour cause,
le créateur de Rendering Ranger n'est autre que Manfred Trenz, le père de la série Turrican. Manfred Trenz est également adulé pour avoir participé au développement de la sulfureuse variante féminine des frères Mario, The Great Giana Sisters. Ce génie de la programmation a longtemps officié pour le compte de l'éditeur-développeur Rainbow Arts et s'occupera ainsi du game design, du graphisme et de la programmation de Rendering Rangers. Si certains parmi vous ont rapidement reconnu la patte du créateur allemand, il est intéressant de constater qu'à l'origine, Rendering Ranger ne devait être qu'un simple shoot'em up dans lequel on devait guider un vaisseau dans l'espace. Manfred a témoigné à ce sujet en expliquant d'ailleurs que Rainbow Arts, en découvrant qu'il s'agissait d'un simple shoot, a estimé que ça n'intéresserait pas les joueurs et encore moins les investisseurs. Ils ont donc demandé en grande hâte à Manfred de rajouter un second type de gameplay, du run and gun, genre dans lequel l'homme avait déjà fait moult fois ses preuves. Voici donc comment Rendering Ranger est devenu un concept hybride, 50% shoot, 50% run and gun et 100% action. Oui, je t'écoute ? Eh bien c'est vrai, un titre d'une telle qualité aurait évidemment mérité d'être bien plus connu. Parce qu'en réalité, si Rendering Ranger est aujourd'hui connu de seuls quelques rétro-gamers avertis, c'est bien entendu pour ses incroyables effets spéciaux et son animation. Mais c'est aussi pour sa rareté et sa cote qui atteint désormais facilement les 200 € en loose et plus de 1000 € pour une version complète. Oui mes enfants, ça fait beaucoup d'argent, mais il faut dire que le jeu est sorti très tardivement en 1995 après un développement de près de 3 ans. Et peut-être à cause de sa date de sortie, justement, la branche japonaise de l'éditeur Virgin Interactive n'a pas cru bon d'en produire beaucoup d'exemplaires. À ce propos, il est de coutume de lire un peu partout que Rendering Ranger n'aurait été tiré qu'à 5000 exemplaires au Japon. Si vous voulez mon avis, ce chiffre est peu crédible, étant donné les quotas minimums imposés par Nintendo pour les jeux commerciaux à l'époque. Mais une chose est presque certaine, il n'y en a certainement pas eu beaucoup plus que 10 000 exemplaires, ce qui reste de toute façon très peu, surtout que cette cartouche n'est sortie qu'au pays du soleil levant et nulle part ailleurs. Oui Xbox ? Ah, on dirait que tu as soulevé un point particulièrement intéressant, c'est bien. Rendering Ranger est déjà suffisamment marquant pour toutes les raisons déjà évoquées. L'aspect technique, sa rareté, sa cote, mais il peut en outre se vanter de jouir d'un statut extrêmement particulier dans l'histoire du jeu vidéo au Japon. Allez, ne tournons pas autour du pad, il faut bien admettre qu'entre 1983 et jusqu'au milieu des années 2000, les Japonais n'ont montré qu'un très faible intérêt pour le jeu vidéo occidental. Ethnocentrés, nos amis nippons ne jouaient pour ainsi dire qu'à leur propre jeu et se désintéressaient totalement de ce que nous pouvions bien inventer chez nous. En fait, seuls quelques très rares passionnés osaient s'essayer à ce qu'ils appelaient avec un certain dédain des yoge, c'est-à-dire des jeux venus d'Occident. Mais c'est là que ça devient intéressant, parce que figurez-vous que Rendering Ranger est le seul cas de titre étranger à n'être finalement sorti qu'au Japon, sans même passer par l'Europe ou même l'Amérique du Nord. C'est donc un cas unique de yoge parce qu'il s'agit pour le coup d'une véritable exclue japonaise. Oui 3DS ? Pourquoi ? Eh bien, si l'on en croit la raison évoquée par Rainbow Arts, seule la branche japonaise de Virgin Interactive aurait émis le souhait de sortir ce jeu. Tous les autres éditeurs étaient visiblement déjà tournés vers la 3DO, la Sega Saturn ou encore la PlayStation de Sony. Le jeu est effectivement arrivé trop tard et très peu de Japonais y ont joué en 1995 à sa sortie. Mais ceux qui l'ont essayé ont tous salué ses incroyables qualités. Et même sa difficulté, parce que franchement, Rendering Ranger R2, c'était pas de la tarte. Bon bah voilà mes enfants, ce sera tout pour aujourd'hui. Et pour la semaine prochaine, vous allez essayer de me trouver 10 noms de jeux occidentaux ayant réussi à s'imposer au Japon pendant l'ère 8-16 bits. Et bon courage parce que ça va pas être de la tarte non plus. Voilà, c'est fini pour ce numéro de 101%. J'espère vous avoir un peu sensibilisé à la cause féline. Si c'est le cas, j'aurai réussi ma mission. Je salue donc mes frères chats de France, du Japon et du monde entier, et un petit ronron en particulier à mon collègue Lord Wellington. J'adresse également un petit miaou à mes cousins canidés. Je vous adresse ce message. Un message d'espoir pour aller vers un meilleur vivre ensemble et un partage équitable de l'espace audiovisuel. D'ailleurs, en signe de bonne volonté, Bon, c'est bien joli tout ça, mais moi je constate qu'il n'y a toujours rien sur les lapins et c'est ça le vrai scandale. Bon, je me barre. Salut!